respectant la charia, certains vivent en s'assimilant et en respectant l'intégralité des lois, des mœurs, des codes, des rites, des traditions qui sont ceux de nos pays. Oui, il y a beaucoup de musulmans qui prient ici, dans la rue. Oui, oui, mais c'est contraire totalement à nos lois. Voilà un exemple. La raison, c'est qu'il n'y a pas assez de mosquées ici. Non, c'est faux. C'est faux? Oui, non, c'est totalement faux. Non, ils viennent prier dans cette rue-là, parce que dans cette rue-là, il y a un imam qui est un imam radical. Et ils viennent d'ailleurs de toute la région pour venir dans cette rue-là, parce que le discours qui est tenu, le prêche qui est tenu par l'imam est un prêche radical. Ouais. C'est donc un acte politique, et pas du tout un acte religieux. Mais le mosquée est trop petit. Non. Non. Non, non, il y a largement assez de mosquées, croyez-moi, en France, pour que tout le monde puisse, tous les musulmans qui le veulent, puissent aller prier. Mais encore une fois, on ne réglera pas le problème de ces groupes politico-religieux qui veulent faire pression sur les lois de la République pour soumettre, dans le cadre d'un bras de fer, les lois de la République à leurs lois religieuses, si clairement on ne leur dit pas, voilà où sont les limites. Ces limites-là, vous n'avez pas le droit de les dépasser. Je vous rappelle quand même qu'en Algérie, la prière dans les rues est interdite aussi. Et pourtant, c'est un pays dont l'islam est la religion d'État. Mais il faut construire plus de mosquées, non? Non, il faut interdire les prières dans la rue. La loi, toute la loi, rien que la loi. Et c'est pas à cause que vous voulez pas de beaucoup de minarettes ici? Parce que sans les minarettes, on n'a pas de mosquée. Honnêtement, ah bon? Il y a beaucoup de mosquées qui n'ont pas de minaret. Le minaret n'est pas du tout obligatoire dans la construction d'une mosquée. Les lois de la République française en matière de laïcité, c'est que l'État ne reconnaît, ne subventionne, ne salarie aucun culte. Si les musulmans veulent avoir des mosquées, il faut qu'ils les payent, il faut qu'ils les financent. Elles ne peuvent pas être financées par des pays étrangers qui ne respectent pas la réciprocité, c'est-à-dire dans lesquels on ne peut pas construire d'église, et elles ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un financement par les mairies, ou par les conseils régionaux, ou par l'État, quelle qu'en soit sa forme. Voilà, les règles sont simples, ça fait plus de 100 ans qu'elles existent en France, tout le monde se soumet à ces règles, il n'y a pas de raison qu'une petite partie de musulmans se permettent de ne pas les respecter. Vous voulez travailler avec Geert Wilders dans un parti européen? Oui, enfin, je ne suis pas tellement, vous savez, je ne suis pas une internationaliste, et donc je ne suis pas tellement pour ces internationales comme l'internationale socialiste, mais je pense que nos partis, c'est-à-dire les partis européens qui partagent probablement le même constat sur un certain nombre de problématiques, doivent pouvoir se parler sans se diaboliser les uns les autres, parce que sinon on n'avancera jamais, doivent pouvoir échanger des solutions, doivent pouvoir avoir des rapports réguliers entre eux de travail. Je crois que c'est sain et c'est utile et constructif pour notre Europe. En cas que vous êtes élue présidente de la République, parce que vous êtes très populaire, qu'est-ce qui va changer en France? Est-ce que la France reste dans l'Union européenne? Si l'Union européenne nous autorise à récupérer des pans entiers de notre souveraineté qui ont été transmises scandaleusement par nos dirigeants, peut-être, après tout, si l'Union européenne accepte que nous renégocions les traités qui nous briment, qui privent notre liberté, qui nous empêchent d'être maîtres en quelque sorte chez nous, peut-être. Mais si elle refuse, nous en sortirons, parce que nous devons retrouver notre souveraineté monétaire, notre souveraineté budgétaire, notre souveraineté territoriale, notre souveraineté législative, sans quoi notre peuple n'est plus un peuple libre. Et moi je veux que mon peuple soit un peuple libre, c'est à lui de décider, c'est pas aux technocrates européens. D'accord, est-ce que la France reste dans l'euro? Je pense que l'euro va mourir. L'euro est en voie de dislocation. Au cas où personne n'aurait vu cela, il va s'effondrer. Mon rôle, à moi, c'est d'anticiper la sortie de l'euro plutôt que de subir la sortie de l'euro. Quand vous êtes président de la République, la France tourne le dos à l'euro. Je pense que quand je serai président de la République, même dans un an, l'euro n'existera plus. L'euro se sera effondré. Et avec lui, se sera effondré cette construction politique qui est l'Union européenne, qui en réalité, une fois de plus, s'est construite contre les peuples. Ne restera pas dans l'euro. Je pense que l'euro a été un inconvénient majeur pour nos économies, et particulièrement pour l'économie française, mais pas seulement. Je pense qu'on nous a vendu l'euro en nous disant qu'on allait avoir la croissance, l'emploi, l'exportation, que nous avons un déficit commercial, de la balance commerciale terrible, que l'euro a apporté avec lui le chômage de masse, qu'il a apporté l'effondrement de pans entiers de notre économie, qu'aujourd'hui l'euro
fort est en train de tuer nos entreprises et que donc il n'a rempli aucune des promesses qui étaient celles de cette monnaie unique. Ça n'est donc pas une bonne monnaie et si ce n'est pas une bonne monnaie, ben, il faut envisager autre chose. En même temps, Bruxelles, l'Union européenne, donne beaucoup d'argent à la France. Ah bon, non, c'est la France qui donne beaucoup d'argent à Bruxelles. Ah si, la France donne 20 milliards par an et Bruxelles nous en rend 13. J'ai des chiffres. La Voilà, France, je vous dis. oui, la France donne 12 milliards. Non, ça c'est ce que l'Union européenne donne à la France. 12 milliards. Non. Si. Non, je vous assure. On donne 20 milliards et Bruxelles nous en rend 12. Ou 13 d'ailleurs, vous voyez, je suis plus gentil que vous. Voilà. Donc l'Union La européenne... chiffre des autres, non, hein. Non, si vous voulez, on fait un pari, votre cravate. On parie votre cravate. On parie votre cravate. Non, je vous assure, nous sommes contributeurs nets à hauteur de 7 milliards d'euros par an. Bon. Donc c'est un peu, donne-moi ton portefeuille, je te donnerai 100 francs. Mais votre secteur agriculture, Oui. Bruxelles donne 9 milliards Oui, à ce secteur. avec notre argent. Avec notre argent. Nous donnons à Bruxelles qui donne à nos agriculteurs. Et Et Bruxelles bien, a écoutez, payé... faisons quelque chose de très simple, on ne donne plus à l'Union européenne, Entre on les- garde nos 20 milliards et on va aider directement nos agriculteurs. Ce sera beaucoup plus efficace. Oui, mais en même temps, entre les ans 2000 et 2006, Bruxelles a créé 200 000 emplois ici. Bruxelles, et il en a détruit combien? Je ne sais pas. Bon, ben moi je vais vous le dire, parce que l'ouverture totale des frontières, la mise en concurrence déloyale avec les pays à très bas coût de production, qui est la conséquence de la politique de l'Union européenne de libre-échange absolu, a coûté des millions d'emplois, et notamment des millions d'emplois dans l'industrie, qui s'est effondrée. Nous n'avons plus de bijouterie, nous n'avons plus d'horlogerie, nous n'avons plus de jouets, nous n'avons plus de textiles, nous n'avons plus ces pans qui étaient des pans industriels importants en France et qui ont disparu du fait de cette libre concurrence imposée par Bruxelles. L'Union européenne a refusé de protéger ses frontières. Nous sommes la seule zone au monde qui n'a pas de protection économique aux frontières. Les États-Unis se protègent, la Chine se protège, toutes les grandes nations se protègent. Nous ne nous protégeons pas. Eh bien, nous sommes en train d'en mourir. Et je considère qu'il faut en tirer les conséquences, les conclusions et tourner le dos à cette politique. Mais quand il faut sortir l'Europe de l'Union, il y a beaucoup de paysans, agriculteurs qui perdent leur travail. Non, pas du tout. Non, monsieur, moi je vais transformer la PAC, politique agricole commune, je vais la transformer en PAF, politique agricole française. Voilà. Et avec tout l'argent que je donne à l'Union européenne, je ferai des aides directes à l'agriculture française qui seront beaucoup plus efficaces, beaucoup plus ciblées que celles qui sont distribuées par les technocrates et par les bureaucrates de Bruxelles. Non, vous inquiétez pas là-dessus, les agriculteurs se porteront beaucoup mieux lorsque nous aurons cessé de faire transiter cet argent par l'Union européenne. Quand des gens votent pour vous, c'est pas contre le travail, donc... Ah non, c'est voté pour moi, nous allons faire baisser le chômage. C'est ça surtout. Parce qu'en l'occurrence, vous voyez bien que c'est la politique actuelle qui fait un chômage de masse. 5 millions de chômeurs quand même en France, c'est pas rien. Hein. Ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, qui sont censés être des experts et des gens ultra compétents, ils ont quand même réussi à faire d'un grand pays qui est la France un pays au bord de la faillite. Alors moi, des leçons de compétences économiques de la part de ces gens-là, j'en prends pas. Vous voyez. Quand on arrive à faire 18 millions de Français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, 5 millions de chômeurs, un quart des Français qui ne se soignent plus correctement parce qu'ils n'en ont plus les moyens, on joue les modestes. Il y a quelques semaines, il y avait 3 candidats pour les élections présidentielles. Oui. Il reste encore 2 maintenant parce que Dominique Strauss-Kahn a fait une sortie de retour. Voilà. Est-ce qu'il vous a jamais touché? Ah non, ça, il ne risque pas. Si vous m'avez touché, ça se serait su, vous auriez entendu, je pense. Non, mais il a été très déplacé dans ses propos à mon égard dans un débat, effectivement. Donc, mais de toute façon, personne. Enfin, ceux qui disent qu'ils ont été étonnés de ce qui est arrivé à M. Strauss-Kahn sont des menteurs et des hypocrites. Parce qu'en fait, tout le monde était au courant que M. Strauss-Kahn avait un véritable problème pathologique dans ses relations avec les femmes. Et donc, chacun savait que ça allait probablement lui jouer des tours. Je pense que M. Sarkozy a profité de cette situation. Il se disait que c'était plutôt pas mal d'avoir un adversaire qui soit aussi fragile. Il y a une très grande chance que vous êtes élu comme président. Je ne sais pas s'il y a une très grande chance, mais je crois que ça fait partie, effectivement, des hypothèses crédibles, parce que les Français se tournent vers nous depuis de nombreuses années. Vous savez, l'arrivée de Jean-Marie Le Pen sur le tour de l'élection présidentielle de 2002 n'était pas un accident. Les gens veulent plus de sécurité, ils veulent moins d'immigration, ils veulent le retour à une morale publique
qui aujourd'hui n'existent plus. Ils veulent des services publics, ils veulent un État fort, ils n'ont rien de tout cela. Ben, ils iront chercher. En tout cas, en taille, vous êtes plus grand que Nicolas Sarkozy. Ça, c'est pas très difficile non plus. Merci pour votre temps. Bonsoir. Marine Le Pen gisteren in Parijs. Tot zover deze voorlopig laatste Oog in Oog. 31 augustus melden wij ons weer. Ik hoop tot dan prettige zomer. Goedenavond.